Bonjour. Et oui, mais désolé de ne pas être avec vous. Effectivement, la grippe a eu raison de pas mal de membres de l'équipe, mais ça va un petit peu mieux pour moi aujourd'hui. Donc voilà, on a décidé il y a une demi-heure, une heure, de essayer de faire cette présentation. Donc je vais vous présenter Plantagro Eco. Donc c'est un projet qui a pour objectif de concevoir et expérimenter des nouveaux services pour l'agroécologie au sein de la plateforme PlanteNet. Donc, ça inclut l'application mobile, hein, que la plupart d'entre vous doivent connaître, mais également les outils web qui sont un peu moins connus, mais qui ont plus de fonctionnalités que l'application mobile, notamment en termes d'exploration de données, de révision de données. Et puis l'API PlanteNet, qui est la manière de pouvoir intégrer des services informatiques PlanteNet dans d'autres outils ou applications. Et donc actuellement, il y a déjà plus de 10 000 comptes développeurs qui s'en servent. Voilà, alors le consortium, il est constitué des quatre membres fondateurs de PlanteNet, que sont INRIA, CIRAD, IRD, INRAE, mais étendu à un réseau de laboratoires beaucoup plus vaste que les laboratoires originellement impliqués dans PlanteNet. Il y a aussi des partenaires historiques comme l'association Tela Botanica, l'Université de Montpellier, et puis un nouveau partenaire qui est Paris-Saclay. Voilà, alors un des gros objectifs du projet, pardon, c'est de faire de la reconnaissance de pathogènes végétaux, donc de pouvoir faire du diagnostic au champ, avec une première étape qui est seulement par l'image, comme c'est le cas actuellement pour reconnaître les espèces dans PlanteNet, et puis une deuxième étape qui sera d'essayer d'améliorer les performances en utilisant l'image et des données environnementales liées notamment à la position et à la date de l'observation. Voilà, et donc l'objectif, c'est d'intégrer ça dans PlanteNet, mais aussi dans les outils Ifitia, puisque Ifitia est un des partenaires du projet, qui développait déjà des outils d'aide au diagnostic, et donc l'idée d'avoir une convergence entre les différents outils et à terme aller vers des systèmes de surveillance épidémiologique collaboratifs. Voilà, alors pour l'instant, on s'est attaqué à une première étape qui est d'agréger des données existantes. Voilà, le but de PlanteNet, ça va être de collecter des données de maladie, du coup, mais il faut bien qu'on parte de quelque chose. Et donc, on a recensé un certain nombre de jeux de données existants dans la littérature, plus des jeux de données d'Iphitia, des données qu'on a collectées dans le projet. Le problème étant qu'il y a des inconsistances hein, dans les étiquetages et qu'il nous faut un référentiel commun. Et donc, on a décidé de s'appuyer sur le référentiel EPPO, qui est un référentiel européen, qui inclut plus de 50 000 dommages. Et toute la question est de comment aligner les datasets hétérogènes sur ce jeu de données. Donc, on a expérimenté différentes méthodes, dont des techniques à base de grands modèles de langage qui, sans grande surprise, obtiennent les meilleures performances, donc des meilleures performances que de l'alignement avec des distances d'édition ou ce genre de technique. Et donc, voilà, comme on le voit sur la droite, la courbe en bleu permet d'atteindre des bien meilleurs rappels et précisions sur cette première problématique, d'aligner les étiquettes sur le référentiel EPPO et donc de pouvoir utiliser tous ces jeux de données de manière conjointe pour l'apprentissage de modèles. Et donc ensuite, on a entraîné des modèles de reconnaissance visuelle à partir de ce jeu de données créé. Voilà, c'est une table où on compare un alignement qui a été fait à la main. Donc on a pu le faire sur un certain nombre de classes, donc de types de pathogènes, 273 en l'occurrence. Et l'alignement automatique permet d'aller beaucoup plus loin en alignant un plus grand nombre de pathogènes disponibles dans toutes ces bases de données. Donc on est arrivé jusqu'à quasiment 2000 maladies sur la base la plus grosse que l'on voit ici. Et on voit que la méthode, voilà, en combinant la méthode de mapping automatique et des classes mappées à la main, c'est là où on a souvent les meilleurs taux d'identification, donc ils sont assez variables d'un jeu de données à l'autre. Voilà, on peut aller de performance typiquement comme 60% de précision d'identification jusqu'à 81 ou même 97% sur des données plus contrôlées que son plan de village. Voilà. Par contre, sur cette grosse base américaine qui est beaucoup plus hétérogène, qui couvre des types de dommages beaucoup plus vastes, on voit que les performances restent encore très modestes.
Voilà, on a ensuite aussi intégré un premier module de reconnaissance de maladie dans PlantNet. Donc voilà, là c'est une vue du modèle global qui est utilisé dans PlantNet, hein, donc qui reconnaît les espèces, les genres, les familles. Et donc on a ajouté une tête de classification qui permet de reconnaître les maladies en se basant sur les mêmes données que celles de mon slide précédent. Et donc, bah, on a déjà à l'heure actuelle une version de PlantNet, donc qui est en version bêta, donc qui n'est pas encore visible par tout le monde, mais qu'on peut ouvrir aux personnes qui en font la demande et qu'on va progressivement ouvrir de plus en plus largement, hein, pour faire des tests et puis déjà voir ce que ça donne sur les données actuelles. Donc c'est à la fois disponible dans la version mobile et dans la version web, avec voilà, tout un ensemble de nouvelles vues qui ont été développées et de fonctionnalités dans la base de données, dans la structure des données, voilà, qui ont dû être développées dans le cadre du projet pour permettre à PlantNet de fonctionner sur ce nouveau concept. Voilà, un deuxième objectif dans la continuité est l'estimation de la sévérité des symptômes. Donc là, on va essayer de quantifier et pas seulement de diagnostiquer le pathogène. Donc c'est une thèse qui vient de commencer à Rennes, enfin qui a commencé au mois d'octobre et donc sur laquelle on va avancer. Il y a un objectif qui est l'identification des niveaux infraspécifiques, donc en particulier des variétés, puisque dans PlantNet, pour l'instant, on s'arrête au niveau espèce, mais voilà, dans le contexte agricole et horticole, les variétés peuvent souvent avoir une importance capitale, et donc on commence, bah, pareil, à générer des données, à agréger des données pour pouvoir gérer ces variétés et aussi à les intégrer dans la plateforme, dans l'infrastructure, pour pouvoir gérer ce nouveau niveau qui n'était pas géré auparavant. Voilà, un quatrième objectif, c'est plutôt là la caractérisation de la biodiversité associée aux cultures. Donc là, on est un peu plus proche de ce qu'on fait habituellement dans PlantNet, hein, où l'idée est de pouvoir identifier les espèces végétales qui poussent de manière spontanée dans les interrants, dans les fossés, typiquement, afin d'en tirer un certain nombre d'indicateurs de biodiversité ou de savoir quels sont les invasives, les auxiliaires des cultures, etc. Euh, donc c'est une problématique puisque typiquement dans PlantNet, on a plutôt des images en close-up de plantes individuelles, alors que là, on essaye d'identifier directement tout l'assemblage végétal d'une photo de communauté. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un quadra qui est plutôt dans la garrigue, mais c'est un peu pour illustrer à quel point ce type de prise de vue peut être très différente de ce qu'on a dans les données PlantNet habituelles. Et notamment, là, ce qu'on voit, c'est du thym, et quand on voit du thym vu de dessus, bah, ça n'a pas forcément la même, la même apparence visuelle que quand on le croise dans la nature, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc c'est un problème qui est compliqué. On a constitué un jeu de données pour évaluer cette nouvelle problématique qu'on partage dans un challenge qu'on organise, voilà, un challenge de machine learning qu'on on partage sur Kaggle, voilà, dans le cadre de l'initiative LiveClay et PlantClay en particulier. Et donc, bah, enfin, ça nous permet, nous, d'avoir un dataset sur lequel travailler, puis aussi d'encourager des personnes de la communauté machine learning et IA de venir travailler sur ce sujet et de créer une émulation un peu sur ce thème. Voilà, la tâche reste difficile. On avait un F1 score de 29%, donc en gros un rappel et une précision de 29%. Donc voilà, on est encore sur des performances plus basses que ce qu'on peut observer dans PlantNet sur des plantes individuelles, bien sûr, et notamment parce qu'il y a beaucoup de plantes qui sont des herbacées, des poacées, qui sont extrêmement compliquées à identifier. Et donc voilà, les performances sont plus modestes. Sur ces données parcelles, on a aussi une activité de développement informatique dans PlantNet, donc qui permet de gérer ce niveau de type de contenu, de pouvoir les annoter, de pouvoir les identifier automatiquement, les partager dans des groupes, etc., etc. Voilà, et puis pour finir, il y a un dernier objectif qui est plutôt sur le volet animation et production de connaissances collaboratives. Donc, il y a un premier outil qui est développé qui s'appelle Botascopia, qui est développé par l'Université Paris-Saclay et Tela Botanica,
Et donc là, l'idée est d'avoir des fiches espèces, mais qui incluent des données structurées, voilà, contrairement aux fiches actuelles de Tela Botanica, par exemple, qui sont plutôt des données descriptives full text. Donc là, il y a vraiment un objectif plus lié à l'agroécologie, d'avoir des données quantifiées sur ces espèces, en plus de descriptives, ou en tout cas structurées, pardon, pas seulement quantifiées. Voilà, il y a des projets de sciences participatives qui sont organisés également. Donc, il y en a un qui a vocation à collecter ces images de communautés végétales dans les cultures, qui s'appelle la flore des cultures sur l'objectif de PlanteNet. Donc là, on est dans une première phase qui est plutôt dédiée aux botanistes, ou en tout cas voilà, aguerris ou amateurs très éclairés, on va dire, puisqu'il faut savoir déterminer toutes les espèces d'un carré végétal de 50 fois 50 cm afin de commencer à générer des vérités terrain qui nous vont nous servir pour évaluer nos technologies, voire entraîner directement des modèles dessus si on en collecte suffisamment. Et il y aura une deuxième phase où là, tout un chacun pourra juste aller prendre des photos sans forcément avoir à s'y connaître en botanique en utilisant l'application PlanteNet elle-même pour identifier. Voilà. Et puis, ben, on aimerait bien aussi organiser un projet participatif plus sur le volet maladie. Et donc là, l'idée est de plutôt essayer d'impliquer des agriculteurs dans la collecte de données sur les maladies pour initier un cycle identique à ce qu'il y a dans PlanteNet, hein, voilà, que les agriculteurs puissent collecter des photos de maladies, que ces maladies, que ces données soient révisées par une communauté de phytopathologistes et que ainsi le modèle d'IA s'enrichisse progressivement et permette ensuite de générer encore plus de données qui à terme pourraient être partagées sur un portail ouvert d'épidémiosurveillance. Bien sûr, tout ça pose pas mal de questions éthiques. Pour l'instant, on est plutôt dans un monde extrêmement fermé sur ce type de données. Et donc, bah voilà, on est à la phase où on réfléchit à comment faire. Et donc, c'est aussi un peu un appel aujourd'hui. Voilà, si des gens ont des réseaux, sont impliqués sur ces thématiques, on sera heureux d'en discuter avec eux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, merci Alexis. Alors donc pour les autres, disons, présenteurs de cette session, Françoise, Philippe, David Sherman et puis Emmanuel, il y aura une séance de questions à la toute fin, peut-être pour libérer Alexis. Si jamais il y a une ou deux questions dès maintenant, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je commence la session, si tu es encore en forme Alexis. Une question justement sur la partie biodiversité derrière en termes de d'appui aux politiques publiques. Beaucoup de gens parlent des fois du ZAN, du zéro artificialisation nette, avec le fait qu'un mètre carré n'a pas forcément la même valeur en termes de biodiversité à un endroit ou à un autre. Il y a des choses que vous avez en tête sur ces aspects-là dans les outils que vous développez? Et alors, nous, on travaille dans des projets européens, là, en lien avec des décideurs, on va dire, mais plutôt dans le domaine de la conservation, je dirais, où voilà, on échange un peu, savoir comment ces outils pourraient être inclus dans des workflows réels, voilà, de suivi de la biodiversité. Euh, donc oui, on réfléchit à comment ensuite générer des indicateurs typiquement voilà, de biodiversité avec ces photos de quadras et avec quelle autre plateforme on pourrait interagir pour que voilà, que ces données soient remontées et soient dans des workflows. Voilà, sur le volet agricole, on a échangé en Allemagne avec des gens impliqués dans la PAC, donc voilà, qui réfléchissaient aussi à des moyens de permettre aux agriculteurs de pouvoir voilà, faire remonter justement des données sur la biodiversité de leurs parcelles. Savoir est-ce que c'est des outils qui seraient adaptés pour ça. Voilà, je pense que les questions sont encore ouvertes, mais on est souvent voilà, sollicité pour discuter sur ces sujets-là. Oui. Alors, une question de Claire. Alors, merci beaucoup de cette présentation parce qu'au fond, il y a quand même vraiment des choses qui avancent. C'est bien de savoir qu'il y a
un format bêta là, qui est en train d'être testé. En fait, dans le PEPR, et ça fait écho au fond à ce qui a été présenté un petit peu avant, où il y a pas mal de cas d'études qui vont mobiliser des fermes pilotes, qui vont mobiliser au fond des études de terrain. Et est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas moyen que tu aies assez facilement des utilisateurs potentiels qui pourraient utiliser l'outil que tu développes, là, enfin que vous développez dans le projet, pour avoir une forme de mise en perspective d'usagers qui vous feraient des retours en direct. Parce qu'au fond, il y a multiplication de cas d'études avec donc il y a des living labs, il y a des systèmes d'élevage au pâturage. Enfin, il y a quand même une diversité de cas d'études et peut-être que vous pourriez en bénéficier directement pour tester l'outil. Je voulais savoir si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à réfléchir. Ouais, ouais, nous tout à fait, on serait ravis. Je pense comme je le disais tout à l'heure, on est en train de justement réfléchir à la manière dont on va impliquer voilà, de plus en plus de gens sur le volet maladie notamment. Et donc oui, typiquement, ça pourrait être une première étape tout à fait adaptée, oui, de s'appuyer sur voilà, sur les réseaux existants, les fermes expérimentales. Ça paraît tout à fait envisageable. Donc on a déjà quelques contacts, nous. Voilà, après, on est ouais, bien sûr preneur de tout volontaire, ou si vous avez des suggestions de comment on pourrait tous les contacter, voilà. Mais ouais, ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur comment on contacte toutes ces personnes. Il faut que nous qu'on décrive un protocole, probablement. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire tester aux gens et quel type de données on veut leur faire remonter. Et une fois qu'on a ça, on se posera la question effectivement de via quel réseau on diffuse ce protocole. Ok, merci. Pas d'autres questions? Non, je vois pas de main qui se lève. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci encore. Merci Alexis. Merci à toi d'avoir fait l'exposé malgré les conditions sanitaires. Voilà. Bah, tiens.